Professor Regini, Head of Department of Angiology from University Hospital of Geneva. He will talk about epidemiology, diagnosis and risk assessment of pulmonary embolism. Bonjour à tous, je remercie le comité d'organisation pour cette invitation. Et on m'a donc demandé de vous parler du diagnostic de l'embolie pulmonaire et de quelques données épidémiologiques récentes. J'ai séparé mon exposé en 4 parties. D'abord, je ferai une brève introduction. Je discuterai ensuite des stratégies diagnostiques de l'embolie pulmonaire. Ensuite, j'aborderai quelques challenges, en particulier les embolies pulmonaires sous-segmentaires à cause des données épidémiologiques récentes. Et je finirai par quelques conclusions. Donc, comme vous le savez, les premiers tests qui ont été utilisés dans la stratégie diagnostique pour l'embolie pulmonaire ou pour la thrombose veineuse profonde étaient évidemment l'angiographie pulmonaire et la phlébographie. Et bien sûr que ces tests sont reconnus comme étant les gold standards, mais ces tests, évidemment, sont chers, ils sont invasifs. Je vous rappelle que la mortalité d'une angiographie pulmonaire varie de 0,5 à 1%. Néanmoins, ce qu'on a appris de vraiment extrêmement important pendant ces années où on a utilisé ces gold standards, c'est que lorsque vous faites une angiographie pulmonaire chez un patient qui a une suspicion clinique d'embolie pulmonaire et que cette angiographie est négative, eh bien, le risque d'avoir un événement thromboembolique à 3 mois, il n'est pas nul, il est de 1 à 2%. Et ça veut dire que nos stratégies modernes de l'embolie pulmonaire, qui n'utilisent donc plus évidemment l'angiographie pulmonaire, eh bien, doivent avoir une sécurité qui est en gros superposable à celle qu'on a lorsqu'on fait une angiographie pulmonaire à nos patients. Et ça veut aussi dire qu'en gros, le taux d'événements thromboemboliques à 3 mois chez des patients non anticoagulés est devenu un petit peu la référence pour évaluer la sécurité de nos stratégies diagnostiques. Alors évidemment que les stratégies ont beaucoup évolué depuis 1990. On a reconnu l'importance d'évaluer la probabilité clinique que les patients aient une embolie pulmonaire ou non. On a développé des tests non invasifs, le dosage des dimères, l'échographie de compression des membres inférieurs, le scanner spiralé ou le scanner multibarrette qui a largement remplacé la scintigraphie de ventilation-perfusion. Ce qui fait qu'on a maintenant des stratégies qui sont presque totalement non invasives. Et aussi, on a des stratégies qui sont beaucoup plus homogènes d'un centre à l'autre. On est aussi passé de stratégies extrêmement compliquées. Vous voyez que ça, c'est une stratégie basée sur la scintigraphie de ventilation-perfusion. Et je ne vais pas la détailler, mais vous voyez la complexité de l'algorithme, à des choses beaucoup plus simples, où en gros, on fait une évaluation de la probabilité clinique. Si elle est faible ou intermédiaire ou unlikely, si vous utilisez un score en 2 catégories, on va faire un dosage des dédimères. Si les dédimères sont en dessous du cutoff, qui pour la plupart des tests est de 500 microgrammes par litre, vous allez considérer que le patient n'a pas d'embolie pulmonaire. Et puis s'il est au-dessus du cutoff, on va faire une imagerie qui, de règle générale maintenant, est un scanner multibarrette qui a remplacé la scintigraphie de ventilation-perfusion. Et vous voyez aussi que les patients avec une probabilité technique forte, ou les patients évidemment, comme j'ai dit, qui ont des dédimères positives, vont aller directement au test diagnostic. Et en général, les patients sont traités en fonction des résultats du scanner. Pourquoi utiliser ces stratégies diagnostiques relativement bien validées? Ça, c'est une jolie étude faite en France dans plus de 100 centres d'urgence. Et vous voyez simplement que les patients qui avaient été investigués selon un algorithme bien validé avaient un taux d'événement thromboembolique qui était plus faible que ceux qui avaient été investigués ou traités selon un algorithme non validé. C'était aussi vrai pour les morts subites inexpliquées. Alors, première étape dans la stratégie, c'est évidemment les dédimères, et je ne vais pas utiliser aujourd'hui et pas parler en détail des dédimères. Je vais juste vous rappeler ici que les tests les plus sensibles sont les tests ELISA ou ELFA, qui sont suivis des tests qui sont très largement utilisés parce qu'ils sont très faciles à automatiser, qui sont les tests immunoturbidimétriques, en particulier de deuxième génération, comme le Tynaquant, et puis que les tests sur sang complet, qui ont largement été utilisés, en particulier aux États-Unis, qui étaient donc des tests qui se faisaient au lit du patient et que vous aviez le résultat en 1 ou 2 minutes, ne sont pratiquement plus utilisés. Les dédimères sont extrêmement sûrs pour exclure l'embolie pulmonaire. Ça, c'est une revue systématique que nous avions faite avec Marc Carrier du groupe d'Ottawa. Et vous voyez qu'en gros, après un dédimère négatif de ce type, qui est un dédimère ELISA, qui est le VIDAS de Biomérieux, eh bien, le taux d'événement thromboembolique à 3 mois, il est extrêmement faible. Il est de 0,14%, donc c'est extrêmement sûr pour exclure l'embolie pulmonaire. Et puis les autres tests dont je vous ai parlé, c'est un petit peu la même chose, des résultats qui sont assez rassurants. Si vous voyez ce test immunoturbidimétrique que j'ai pris en exemple, eh bien, le taux d'événement thromboembolique à 3 mois chez des gens non anticoagulés est de 0,6%. Et finalement, même les anciens tests sur sang complet, qui devaient être
par contre associés à des patients avec une probabilité clinique faible, étaient assez sûrs pour exclure l'embolie pulmonaire. Vous voyez un taux d'événement thromboembolique à 3 mois de 0,4%. Quelle est l'utilité clinique des dédimères chez les patients qui se présentent aux urgences ou au cabinet médical avec une suspicion d'embolie pulmonaire? C'est assez bien reflété par le number needed to test, qui est donc le nombre de tests qu'il faut effectuer pour exclure une embolie pulmonaire. Et en gros, vous voyez que pour ces 3 tests différents, en gros, il faut tester 3 patients ou faire le dosage des dédimères 3 fois pour exclure une embolie pulmonaire. Alors on pourrait se dire finalement que tout va bien avec les dédimères, qu'il y a beaucoup de tests qui ont été validés correctement, que c'est un test qui ne coûte pas cher et qui peut rapporter gros, vu que l'exclusion de l'embolie pulmonaire est quand même beaucoup moins chère avec le dédimère qu'avec le scanner. Mais il y a encore quelques problèmes avec les dédimères. D'abord, une grande variété de tests. Ça peut être porté à confusion pour les médecins, des tests différents, qui ont des cut-offs différents, donc il faut bien connaître son test lorsqu'on en utilise un. Un autre point important, c'est qu'il n'y a pas de standard uniforme de validation. Il y a certains tests qui ont été validés en comparaison avec des études où ils ont simplement été comparés, par exemple, à l'angiographie pulmonaire. Et puis, en tant que clinicien, on devrait clairement préférer les tests qui ont été évalués dans des outcome studies, ça veut dire des études où les patients avec des dimères négatifs n'ont pas été anticoagulés et ont été suivis pendant 3 mois. Et puis le dernier problème dont je discuterai surtout aujourd'hui par rapport aux dédimères, c'est que c'est un test qui a des performances très variables selon la population dans laquelle vous vous trouvez. Et de nouveau, c'est assez bien reflété par le number needed to test, où vous voyez qu'il est très bas chez les patients jeunes qui se présentent en ambulatoire aux urgences avec une suspicion d'embolie pulmonaire. Et vous voyez qu'en dessous de 60 ans, il suffit de faire 2 tests pour exclure une embolie pulmonaire. Mais chez les patients âgés de plus de 80 ans, vous voyez que c'est beaucoup moins rentable. Il faut tester 20 patients pour exclure une embolie pulmonaire. Et j'en discuterai pas aujourd'hui, mais je vous l'ai mis là dans la diapositive. Il y a toute une série d'autres situations où les dédimères sont moins utiles. Alors évidemment, on a essayé d'augmenter l'utilité clinique des dédimères chez les patients qui se présentent aux urgences en changeant le cut-off. Il y a plusieurs stratégies et je ne vais pas toutes les discuter aujourd'hui, mais je vais juste discuter brièvement ici la dernière, qui est celle d'adapter le cut-off en fonction de l'âge. Ce cut-off adapté à l'âge, en fait, il n'a pas été inventé ou imaginé, il a été analysé sur la base de l'analyse rétrospective de plus de 5000 patients consécutifs avec une suspicion clinique d'embolie pulmonaire qui avait initialement été inclus dans 4 études. Une analyse de régression linéaire avait été effectuée pour définir le meilleur taux de dédimère pour les patients de plus de 50 ans. Et puis 2 études avaient été utilisées pour la dérivation et 2 pour la validation. Et je vous montre directement les résultats de l'analyse. Les points bleus, en fait, ça correspond au seuil de dédimère associé à une sensibilité de 100% pour l'exclusion de l'embolie pulmonaire en fonction de l'âge. Et vous voyez qu'on a eu beaucoup de chance, en fait, parce que ces différents points étaient facilement reliés par une droite. Et donc, c'était très facile de présenter une règle extrêmement simple. Ça veut dire que chez les patients de plus de 50 ans, on peut exclure l'embolie pulmonaire si les dédimères sont inférieurs à l'âge x 10 en microgrammes par litre. Ça veut dire que chez un patient de 83 ans, eh bien, vous pouvez exclure jusqu'à 830 microgrammes par litre de dédimères. Ça marchait très bien dans l'étude de dérivation que je ne vous présente pas aujourd'hui, mais il fallait évidemment une étude de validation prospective, et ça a été fait dans le cadre de l'étude ADJUST-P. Un design extrêmement simple, des patients qui se présentent aux urgences avec une suspicion clinique d'embolie pulmonaire, une évaluation de la probabilité clinique, si elle était non forte ou peu vraisemblable, on faisait un dosage des dimères. Les patients avec des dimères inférieurs à 500, comme vous avez l'habitude, n'étaient pas traités et étaient suivis 3 mois. Et l'étude était interventionnelle dans le bras de patients qui avaient des dimères entre 500 microgrammes par litre, donc le cut-off usuel de la plupart des tests, et le cut-off adapté à l'âge. Ces patients n'avaient pas de scanner, n'étaient pas traités et étaient suivis pendant 3 mois. Et le reste de l'étude correspond aux stratégies que je vous ai dit, c'est-à-dire ceux qui avaient des dimères au-dessus du cut-off avaient un scanner, et ceux qui avaient une probabilité clinique forte allaient directement au scanner sans dosage des dimères. 3300 patients inclus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voici les résultats. Les patients qui avaient des dédimères inférieurs à 500 microgrammes par litre avaient un taux d'événement thromboembolique à 3 mois de 0,1%, et ceux qui avaient des dédimères entre 500 microgrammes par litre et le cut-off adapté à l'âge avaient un taux d'événement thromboembolique de 0,3%, donc des chiffres extrêmement proches avec des intervalles de confiance qui se recoupent largement. Ce qui était plus intéressant, c'est que si on prenait toute la cohorte des patients inclus, quand on utilisait le cut-off adapté à l'âge par rapport à un cut-off usuel de 500 microgrammes par litre, eh bien, on augmentait la proportion de patients chez qui l'embolie pulmonaire pouvait être exclue de 28% à 40%.
Et le bénéfice le plus important était marqué chez les patients âgés, ça confirmait parfaitement ce qu'on avait dans les données rétrospectives. Et là, chez les patients de plus de 75 ans, le fait d'utiliser le cutoff adapté à l'âge par rapport au cutoff habituel augmentait la proportion de patients chez qui l'embolie pulmonaire pouvait être exclue de 6% à 30%. Évidemment, c'est très intéressant pour nous parce que vous savez que c'est chez ces patients-là qu'on a souvent des problèmes à aller au scanner à cause d'insuffisance rénale et tout ça. Et à noter qu'aucun de ces patients au-dessus de 75 ans qui a fait un événement, qui avait des dédimères en dessous du cutoff, n'a fait un événement thromboembolique dans le suivi à 3 mois. Donc ce cutoff semble extrêmement intéressant. On l'utilise maintenant à Genève et il y a plusieurs centres qui l'utilisent. On a encore une étude de validation qui sera une étude de phase 4, mais il y a déjà énormément de centres en Europe qui l'utilisent. Si je reviens à ma stratégie dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit le deuxième partie, le deuxième test, en gros, c'est le scanner. Je voulais juste vous rappeler ici que le scanner a été utilisé largement dans des études d'outcome pour évaluer sa sécurité pour l'exclusion de l'embolie pulmonaire, et que le scanner est un très bon test avec un taux d'événement thromboembolique à 3 mois chez des gens non anticoagulés suite à un scanner négatif qui est bas, qui va de 0,3 à 1,8%. Seul problème avec ce scanner, c'est peut-être ça fait depuis quelques années qu'on nous en parle et que vous voyez des publications là-dessus, c'est l'irradiation thoracique, et ce papier en 2007 publié dans le JAMA était particulièrement inquiétant vu qu'il rapportait que le risque au cours de la vie de développer un scanner lié à de développer un cancer, lié à un seul scanner était pour une jeune femme de 20 ans de l'ordre de 0,8%, ça veut dire 1%, et c'est immense et c'est évidemment extrêmement inquiétant. Alors, est-ce qu'il faut retourner à la scintigraphie parce que le scanner est trop irradiant ? Vous connaissez les avantages des deux tests. Le scanner est presque toujours diagnostique. Il est beaucoup plus disponible que la scintigraphie, mais il est associé à plus d'irradiation et il est peut-être trop sensible. Je parlerai tout à l'heure des embolies pulmonaires sous-segmentaires. Et puis la scintigraphie est non diagnostique chez un patient sur 2, ce qui est évidemment une grosse limite, en particulier chez les patients âgés. Elle est moins disponible que le scanner. L'interprétation est extrêmement compliquée, mais évidemment, c'est beaucoup moins irradiant. Et il y a peut-être de l'espoir dans le passage à la scintigraphie avec acquisition tomographique, donc plus la scintigraphie planaire qui a été testée dans les études antérieures. Et il y a des résultats extrêmement encourageants en termes de performance, mais pour l'instant, il n'y a pas de validation prospective dans une étude avec le SPECT. Et donc, pour l'instant, ça reste encore une question qui est en suspens. Donc, pour résumer cette première partie, on a maintenant des stratégies diagnostiques qui sont simples, qui ont été démontrées comme étant rentables et qui sont sûres, qui ont été largement validées dans des études prospectives d'outcome, et puis qui ont un taux d'événement thromboembolique à 3 mois chez des patients qui ont une stratégie négative, qui sont parfaitement en ligne avec celle du gold standard qui est l'angiographie pulmonaire. Mais on a aussi des challenges, et le challenge principal que je vais discuter aujourd'hui, c'est les données épidémiologiques. On m'avait parlé de vous parler en partie d'épidémiologie. Et ce que montre l'épidémiologie, c'est qu'en gros, on est en train d'augmenter l'incidence de l'embolie pulmonaire sans changer la mortalité. Il y a d'autres challenges que je ne vais pas discuter. Ça, c'est des données épidémiologiques qui ont été publiées il y a quelques années. Vous voyez que l'incidence de l'embolie pulmonaire augmente, en particulier depuis l'apparition des scanners multibarrettes, alors que la mortalité, qui est ici en bas en trétillé, elle n'a absolument pas changé. Et ça peut faire craindre un problème de surdiagnostic, et c'est assez bien reflété par cette image, je crois. Vous voyez que lorsque vous introduisez un test effectif ou sensible, qu'est-ce qui se passe ? Votre test plus sensible va détecter plus d'embolie pulmonaire, et les nouveaux cas d'embolie pulmonaire vont bénéficier du traitement. Et donc, il y aura moins de décès, votre incidence augmente, mais votre mortalité chute. Puis, qu'est-ce qui se passe quand on fait du surdiagnostic ? Eh bien, vous avez un test plus sensible et vous détectez plus d'embolie pulmonaire, mais les nouveaux cas ne bénéficient pas du traitement, et donc votre incidence augmente, mais votre mortalité ne change pas. Est-ce que c'est vrai que les embolies pulmonaires sous-segmentaires sont plus fréquentes ? Eh bien oui, quand vous regardez le passage du scanner monobarrette au multibarrette, on a en gros doublé la proportion d'embolies pulmonaires sous-segmentaires, et puis vous voyez également que, en gros, le taux d'embolie pulmonaire sous-segmentaire isolée est proportionnel au nombre de détecteurs que vous avez dans votre scanner, ce qui est évidemment un problème. Est-ce que toutes ces images qu'on voit, et je parle là d'images et pas d'embolie pulmonaire, est-ce que toutes ces images qu'on voit au niveau sous-segmentaire sont réellement des embolies pulmonaires ? C'est une question qui est difficile, mais vous savez que la lecture de ces CT devient relativement difficile, même pour les radiologues expérimentés, parce qu'on voit vraiment des images extrêmement distales. Alors, est-ce que ces images sont vraiment des embolies pulmonaires ? On peut se poser la question. C'est difficile de répondre. Quand on regarde les performances du scanner multibarrette par rapport à l'angiographie pulmonaire, on voit déjà que 75% des faux positifs du scanner sont au niveau sous-segmentaire ou segmentaire.
Et puis, dans une étude qui est un petit peu compliquée, qui s'appelait PIOPED-2, où le scanner multibarrette était comparé à la scintigraphie de ventilation-perfusion et à l'angiographie pulmonaire, quand on regarde la valeur prédictive positive que je vous ai mis ici, qui est donc la valeur qui vous dit que cette image que vous voyez est réellement une embolie pulmonaire, bah vous voyez les résultats. Elle est excellente au niveau proximal, central, lobaire, mais au niveau sous-segmentaire, la valeur prédictive positive n'est plus de 25%. Ça veut dire que potentiellement, 3 sur 4 de ces images que vous voyez au scanner multibarrette, bah, en fait, ne sont pas des embolies pulmonaires. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut vraiment toutes les traiter avec des anticoagulants? De nouveau, une question difficile. La façon la plus simple de répondre à ça, c'est de se dire de prendre une cohorte de patients avec des sous-segmentaires, ne pas les traiter et voir ce qui se passe à 3 mois. On a une seule cohorte de ce type, mais vous voyez que le taux d'événement thromboembolique à 3 mois, comme on a des collectifs trop petits, la borne supérieure de l'intervalle de confiance est trop élevée pour avoir des conclusions extrêmement robustes. Mais si on revient un petit peu en arrière et on regarde ce qui s'est passé ces dernières années sur les stratégies diagnostiques, si vous prenez le monobarrette, par exemple, le monobarrette, ce n'était pas un très très bon test. Vous voyez que les performances n'étaient pas fantastiques par rapport à l'angiographie pulmonaire, 69% de sensibilité, 89% de spécificité, et le scanner monobarrette ne détectait pas les sous-segmentaires. Et pourtant, quand vous introduisez un scanner monobarrette dans une stratégie diagnostique de l'embolie pulmonaire, ça marche. Vous voyez que le taux d'événement thromboembolique à 3 mois, 1,8%, tout à fait identique à celui de l'angiographie pulmonaire négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on avait le monobarrette, qui je vous le rappelle a largement été utilisé dans les stratégies diagnostiques, on ne détectait pas les sous-segmentaires, mais pourtant les patients chez qui le diagnostic était exclu sur la base d'un CT monobarrette négatif, ces patients évoluaient bien et ils avaient un taux d'événement thromboembolique à 3 mois extrêmement faible, avec un risque de nouveau superposable à celui qu'on avait après une angiographie pulmonaire. On peut retourner à la scintigraphie de ventilation-perfusion. Vous savez que ce test-là a aussi été utilisé pendant plus de 20 ans comme test de référence dans les stratégies diagnostiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que ces scintigraphies étaient interprétées selon les critères PIOPED. Et je vais juste vous montrer ici que chez les patients qui avaient une scintigraphie de faible probabilité, ces patients étaient considérés comme n'ayant pas d'embolie pulmonaire s'ils n'avaient pas de thrombose et s'ils avaient une proétechnique faible. Et pourtant, dans cette étude qui comparait la scintigraphie à l'angiographie pulmonaire, 17% de ces patients avaient des embolies pulmonaires sous-segmentaires. Ces patients n'ont pas été traités et vous voyez que néanmoins la stratégie est extrêmement sûre. Donc, aussi avec la scintigraphie de ventilation-perfusion, pendant des décennies, on a manqué les embolies pulmonaires sous-segmentaires. Ça n'a pas l'air très grave pour les patients. Regardez ce qui se passe avec les dédimères, je vous l'ai montré tout à l'heure. Dédimères, test extrêmement intéressant, extrêmement sûr pour exclure l'embolie pulmonaire. Je vous ai dit, avec ce type de test-ci, Vidas dédimère, 0,14% d'événements thromboemboliques à 3 mois si les patients ne sont pas anticoagulés après un test négatif. On prend ce même test, on le compare à l'angiographie pulmonaire, toute petite étude, mais néanmoins les résultats sont assez intéressants. Dédimères extrêmement sensibles par rapport à l'angiographie pulmonaire au niveau segmentaire ou au-dessus. Au niveau sous-segmentaire, que 75% de sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi tous vos patients qui ont des dédimères négatifs, potentiellement 1 sur 4 a une embolie pulmonaire sous-segmentaire. Ça ne parle absolument pas contre les dédimères. Je vous ai montré que les dédimères sont super sûrs, extrêmement sûrs pour exclure l'embolie pulmonaire et que les patients avec des dédimères négatifs ont un pronostic extrêmement favorable. L'autre façon de répondre à la question, c'est de se dire, finalement, est-ce que depuis qu'on a introduit le monobarrette par rapport au multibarrette, est-ce qu'on a changé le pronostic des patients? Est-ce qu'on a changé le taux d'événement thromboembolique à 3 mois? La réponse est non. Vous voyez, les taux d'événement thromboembolique, monobarrette ici, multibarrette ici, c'est exactement la même chose, des intervalles de confiance qui se recoupent largement. Comment répondre à la question? Je vous l'ai dit, il faudrait avoir une cohorte de patients sélectionnés, si possible sans cancer, sans thrombose proximale, qui sont laissés sans traitement et on voit ce qui se passe. Cette cohorte, elle est en cours. Pour l'instant, on a inclus 120 patients. Il y a un seul patient qui a fait un événement thromboembolique veineux. Donc ça a l'air de marcher pas trop mal, mais évidemment, il nous manque des patients, parce que sinon les intervalles de confiance sont trop élevés pour évaluer la sécurité de cette stratégie. Donc, que faut-il faire avec ces images sous-segmentaires? Je pense que la signification de toutes ces images sous-segmentaires qui sont parfois décrites, on ne la connaît pas très bien. Je vous ai montré que ça pouvait être des faux positifs du scanner et je vous ai montré que la valeur prédictive du scanner au niveau sous-segmentaire n'est vraiment pas très bonne. Si ce sont des embolies pulmonaires ou quand ce sont des embolies pulmonaires, elles sont potentiellement
cliniquement non relevantes, et peut-être, mais il faut le démontrer, que les patients avec des embolies pulmonaires sous-segmentaires isolées, sans thrombose proximale, sans cancer ou sans antécédent thromboembolique veineux, pourraient être laissés sans traitement. C'est ce qu'on est en train d'essayer de démontrer dans des cohortes de patients sélectionnés. Finalement, si on regarde en perspective un petit peu ces différentes choses que je vous ai montrées par rapport au scanner, la scintigraphie ou des dimères, je rappelle que René Laennec, c'était un médecin extrêmement brillant, c'est l'homme qui a inventé le stéthoscope, et il avait fait l'hypothèse déjà en 1820 ou 1815, je ne me rappelle plus exactement, que en fait, un des rôles du poumon, c'était vraiment de filtrer les caillots qui certainement viennent de la circulation droite ou même des artères pulmonaires. Et peut-être qu'avec nos scanners ultra performants qu'on a de nos jours, on détecte des petits emboles qui sont presque à la limite du physiologique. Évidemment, il faut le démontrer. Donc en conclusion, on a maintenant des stratégies de l'embolie pulmonaire qui sont sûres, qui sont rentables, ça a été très bien démontré. On n'a plus besoin de tests invasifs. On a un algorithme extrêmement simple pour ce qui était auparavant une maladie complexe à investiguer. Malgré ces stratégies, on a des nouveaux challenges, et en particulier, vous avez vu que ces données épidémiologiques suggèrent que l'incidence augmente, mais on ne change pas la mortalité. Donc peut-être qu'on est en train de diagnostiquer toute une série d'embolies pulmonaires sous-segmentaires qui n'ont pas besoin de traitement. Et la question, c'est est-ce qu'il faut revenir à un test un petit peu moins sensible ? Et puis peut-être qu'un des challenges futurs, ça sera d'identifier les patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse très périphérique, que ce soit au niveau pulmonaire ou au niveau des jambes, et qui n'ont pas besoin de traitement. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.